Je suis ravie d'être ici et très honorée d'avoir le plaisir d'échanger avec vous ce soir sur une thématique qui rythme mon quotidien depuis bientôt 15 ans. Et ravie aussi d'être cliente de l'agence. Je ne suis pas là pour faire la pub de l'agence puisque vous êtes déjà là. Mais en fait, pour la petite histoire, je suis ici parce qu'on a fait une refonte de notre site internet qui était très moche. Et on a googlisé depuis nos bureaux parisiens, meilleure agence du monde pour les avocats, un peu décalé, et on a découvert My Client is Rich. Et ils ont fait un super boulot pour notre site. Et puis, de fil en aiguille, en échangeant, on s'est dit qu'ils avaient peut-être des clients qui étaient intéressés par comprendre un petit peu, en savoir un peu plus sur la franchise, qu'il y avait peut-être des pistes même de développement en franchise. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être sympa que j'intervienne. J'espère que ça répondra peut-être à vos questions. Il y a beaucoup de lieux communs sur la franchise qui n'a pas forcément toujours une bonne réputation. Pour le commun des mortels, on en parlait un petit peu avant avec Gauthier, la franchise, c'est McDonald's. Et du coup, il y a plein de secteurs d'activité où les dirigeants ont créé des concepts, ont créé des marques fortes et viennent nous voir en nous disant je veux créer un réseau, mais je ne veux pas faire de la franchise, c'est trop lourd, ça ne me plaît pas. Et donc, très souvent, on va avoir des clients qu'on va accompagner avec un modèle juridique qui sera celui de la franchise, celui que je vais vous présenter, mais qu'on n'appellera pas franchise parce que la franchise a mauvaise presse. Elle n'a pas néanmoins toujours mauvaise presse. On a un observatoire de la franchise qui est réalisé chaque année avec la Fédération française, non pas de football, mais de la franchise, et qui nous donne les statistiques en la matière. Et en fait, l'emploi en France est porté par la franchise. Je crois que c'est vraiment une énorme part de l'emploi. Et le franchisé moyen, alors ça reste plutôt un homme, mais les femmes commencent à monter, qui a entre 35 et 45 ans, qui est plutôt en reconversion d'activité, donc qui était souvent dans une vie de salarié qui décide de se lancer à son compte. Et au moment où il opère ce changement, il a deux possibilités. Première possibilité, il a une idée, il a un concept, il va se lancer tout seul, un peu comme j'imagine vous l'avez fait de votre côté, puisque vous êtes ici, je pense, entrepreneur. Ou alors, il n'a pas d'idée, par contre, c'est un super exécutant, et il est tombé amoureux d'un concept. Et il va se dire, mais moi, j'ai envie d'avoir ce concept-là chez moi, j'ai envie d'être un franchisé de ce concept-là. Et donc, la franchise est un modèle qui parle à beaucoup de monde et qui porte vraiment l'économie française aujourd'hui. Alors, ce mot franchise, il est un peu générique. Ça va désigner plein de formes de contrats. Dans le prêt-à-porter, dans la mode, on peut parler de franchise, mais on va aussi parler de contrat d'affiliation. Tout ce que je vais indiquer ici ce soir s'applique en fait aussi au contrat d'affiliation. Parfois, on parle de contrat de licence de marque. On ne parle pas de franchise, mais souvent, c'est de la franchise déguisée. Donc, en fait, c'est un modèle juridique qui est vraiment très utilisé. Promis, ce n'est pas un cours de droit. Je vais essayer d'être pas trop panquiquinante avec des théories juridiques, mais mon but, c'est que vous sortiez d'ici avec des réponses sur, OK, est-ce que je peux devenir franchiseur ou est-ce que ce n'est pas la voie à prendre? Et si je veux devenir franchiseur, voilà les étapes à anticiper et puis les étapes à éventuellement ne pas commettre. Petite remarque préalable, et ça va peut-être vous surprendre, il n'y a pas de loi qui parle de la franchise en France. Il n'y a aucun règlement qui parle de la franchise en France. Par contre, on a un nombre incalculable de décisions de tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre incalculable de contentieux entre les franchiseurs et les franchisés. Je suis avocate au conseil et au contentieux et je plaide souvent, et j'ai d'ailleurs souvent plaidé à Strasbourg, dans des cas de figure où le franchiseur est attaqué par un ancien franchisé qui n'a pas réussi pour une raison X ou Y, parce que l'emplacement était mauvais, parce qu'il était un peu short en trésorerie, que les travaux ont pris du retard, parce qu'il y a eu des travaux à côté de son emplacement, parce que le concept était mauvais. Et dans cette hypothèse-là, le franchisé, généralement, il a souscrit un prêt bancaire, il est caution personnelle de ce prêt bancaire, il ne va pas rembourser sa banque, il va déposer le bilan, et son réflexe va être de dire, il faut que je trouve un responsable. Et le premier responsable, c'est le franchiseur. Donc il faut le savoir, la franchise, on ne s'y embarque pas comme ça, de manière opportuniste. Il faut anticiper ces sujets. Dans la vie d'un franchiseur, il peut y avoir un contentieux qu'on va arriver à plaider, qu'on va arriver à défendre et qu'on peut arriver à gagner. Mais pour le gagner, pour anticiper ça, il faut faire vraiment un boulot en amont pour avoir tous les prérequis pour devenir franchiseur. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Finalement, la loi de la franchise, elle est créée par les tribunaux. Et du coup, elle est très simple. C'est vraiment du bon sens commerçant que les tribunaux vont appliquer. Ils vont regarder si le franchiseur a rempli sa mission de franchiseur et si le franchisé a rempli sa mission de franchisé. Et on va voir quelles sont ces missions-là. Donc c'était pour le préambule. Du coup, je n'ai pas de loi à vous donner sur la franchise. Il n'y a rien de spécifique là-dessus. Il n'y a vraiment que de la pratique. Par contre, il y a beaucoup de pratiques. Et alors, vous qui êtes strasbourgeois, sachez que les juridictions ici sont particulières.
car il y a un échevinage. Ça veut dire que vous avez non pas des juges commerçants au tribunal de commerce, comme c'est le cas dans tout le reste de la France, mais vous avez des magistrats commerçants et un magistrat professionnel. Et cette particularité fait qu'on a souvent quand même des décisions favorables aux franchisés quand il y a un problème. Donc Strasbourg, ce n'est pas forcément le bon plan si vous êtes franchiseur pour la juridiction. Mais on gagne quand même, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que la franchise? La franchise, si vous devez revenir 3 points, c'est très simple, c'est 3 ingrédients. Le premier ingrédient, et c'est la raison pour laquelle je pense que vous êtes tous passés entre les mains de cette agence, c'est la marque. Je peux devenir franchiseur si j'ai une marque. Vous allez me dire, OK, on a tous une marque, on a peut-être tous un business, donc on a tous une appellation. Certes, mais en tant que franchiseur, vous devez avoir une marque qui répond à certaines contraintes. La première contrainte, c'est de protéger votre marque. Ce n'est pas parce que vous exploitez un commerce depuis 15 ans sous l'enseigne Perlimpinpin que vous pouvez interdire à un concurrent d'utiliser cette marque-là. Donc, il faut aller la déposer, l'enregistrer. En France, ça va se faire auprès de l'INPI. Et puis, si on va dans d'autres pays, vous avez des offices des marques dans chaque pays du monde entier. On dépose des marques vraiment dans des pays très farfelus. Et au niveau européen, vous avez la faculté d'avoir des dépôts de marques européens. Déposer une marque, ça se fait facilement en France. Vous pouvez aller sur le site de l'INPI, ça coûte, je crois, 300-400 euros. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à faire. Par contre, je pense que c'est un métier de spécialiste. Je ne prêche pas pour ma paroisse parce que je ne fais pas de dépôt de marque, mais je pense qu'il faut le faire avec un spécialiste. Et vous avez de la chance en plus à Strasbourg, c'est la patrie du conseil en propriété industrielle. C'est la spécialité des personnes qui protègent des marques. Et donc, à mon sens, il faut se faire accompagner. Pourquoi? Parce que si je dépose tout seul ma marque sur l'INPI, peut-être que je ne vais pas voir qu'il y a des marques antérieures ou des sociétés qui avaient déjà dans leur dénomination sociale ma marque, qui peuvent un jour ou l'autre faire tomber ma marque. Donc, il faut à minima demander à un conseil de faire une recherche d'antériorité, de vérifier qui a utilisé le nom avant moi. Sachez que le simple fait que quelqu'un ait dans sa société votre marque, ça constitue une antériorité qui peut faire tomber votre marque. Donc, à mon sens, il faut se faire accompagner par un spécialiste et ce n'est pas un coût incroyable. Deuxième raison pour laquelle il est préférable de faire déposer avec un spécialiste, c'est quand je dépose ma marque, je dois viser des produits et des services spécifiques, ceux que je vais exploiter. Je ne peux pas déposer ma marque Linkea pour viser notamment les services de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une agence de com, c'est vrai, qui s'appelle Linkea. Donc je suis foutue. Moi, si je la dépose, je vais la déposer pour viser les services juridiques. Vous ne pouvez pas avoir un monopole sur l'ensemble des activités de la terre entière, sauf si vous êtes prêt à payer beaucoup et si vous exploitez ces activités. Si vous protégez une marque en vous disant « oui, peut-être qu'on fera des t-shirts dérivés sous cette marque, donc on va protéger les vêtements », et que dans les faits, vous ne faites jamais de vêtements, votre marque va tomber en déchéance et elle n'aura plus de valeur. Donc en fait, là aussi, c'est un métier de spécialiste de bien cibler les catégories de produits et de services que vous allez couvrir dans votre dépôt de marque. Ensuite, pourquoi se faire accompagner par un spécialiste? Parce que souvent, moi, je rencontre des entrepreneurs qui vont vite. Ça peut être des amis en école de commerce qui sont à 3, qui ont un projet d'aller créer un restaurant, qui vont du coup aller sur le site de l'INPI, déposer la marque au nom des 3, mais en fait, ils mettent qu'un seul nom d'une personne physique. Et puis, au bout de 10 ans, on se rend compte que la marque appartient à un seul. Il y a un conflit entre associés et on a un sujet. Là aussi, votre conseil en propriété industrielle, il va vous accompagner pour déterminer est-ce que la marque, on va la loger dans une société qui a pour activité de détenir la marque, le savoir-faire? Est-ce qu'on la met à titre personnel pour tirer des revenus personnels? Autre hypothèse, pas forcément privilégiée, mais ça peut être envisagé. Donc, il faut avoir tout ce raisonnement-là. Donc, première étape, vous avez une marque, il faut la protéger. Si vous l'avez déjà déposée tout seul sans faire appel à un conseil, ce n'est pas grave du tout. Mais le jour où vous vous lancez en franchise, pour le coup, il faut faire un audit, un tout petit audit avec un conseiller en propriété industrielle pour lui demander si elle est correctement protégée. C'est vraiment indispensable. Deuxième engagement du franchiseur par rapport à la marque, c'est de surveiller la marque. Exemple concret, si moi, demain matin, je me réveille et je décide d'aller déposer une marque Chanel pour désigner des parfums, je peux le faire. L'INPI ne va pas m'interdire de le faire. Il n'y a pas de système de vérification en France de est-ce que la marque Chanel n'est pas déjà prise pour de la cosmétique. Et donc, il est indispensable que vous mettiez en place une surveillance pour savoir si des concurrents ne vont pas déposer votre marque pour vos produits ou vos services. Et ça, encore une fois, c'est un système qui peut être mis en place avec un cabinet spécialisé pour vérifier ce que font les concurrents. Avec une stratégie offensive, votre devoir en tant que franchiseur, c'est de pouvoir dire aux franchisés de Marseille « Ok, on a vu que quelqu'un avait ouvert un restaurant avec le même nom que toi à côté, on va aller l'attaquer parce qu'on a une stratégie de protection de la marque et de surveillance. » Donc ça, c'est un des devoirs du franchiseur.
On ne parle pas de coûts faramineux sur ces protections-là, c'est vraiment pas énorme. Et c'est un de vos assets principaux. C'est l'un des principaux actifs de l'entreprise du franchiseur, la marque. Donc pour moi, faites-le vraiment si vous vous développez en franchise. Enfin, le troisième élément sur la marque, c'est OK, on va filer au franchisé une marque. Oui, on va lui filer la marque, mais pas pour tout. On va lui concéder une marque pour qu'il la mette à titre d'enseigne d'un point de vente, d'une activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre marque, vous pouvez la garder pour plein d'autres typologies d'activités. Exemple concret, on accompagne un réseau de coffee shop très connu, qui a du coup une marque de coffee shop qui est utilisée sur tous les coffee shops en fronton. Et cette marque de coffee shop a développé un partenariat avec un acteur des produits lactés et développe dans les supermarchés des boissons lactées sous la même marque. Et du coup, le franchiseur concède à ses franchisés la marque à titre d'enseigne, mais il a gardé sa marque pour pouvoir développer des activités dans la GMS, donc en grande distribution. Donc là aussi, on a un périmètre qui est spécifique en franchise. Ça, c'est sur votre premier devoir de franchiseur, c'est bien protéger votre marque. On parle de marque, mais on ne parle pas que de marque. Alors, il y a un mot une expression un peu pompeuse que les juristes emploient beaucoup, c'est le franchiseur, il apporte les signes de ralliement de la clientèle. Ce qui fait que la clientèle va venir, tout ce qui relève du concept. Là-dessus, c'est quoi? C'est, à mon avis, ce avec quoi vous avez pu travailler avec Magellan Rich. Ça va être notamment la charte graphique. Si vous êtes franchiseur, ça veut dire que vous avez une typo, vous avez une police, vous avez une couleur type, vous avez des papiers à en-tête, vous avez des cartes de visite. Donc, vous avez une charte graphique, vous avez un concept architectural. Le concept architectural, c'est mon concept de magasin, mes étagères, mes fournitures. Vous avez une politique de communication, vous avez des supports de communication, vous avez des tenues du personnel, vous avez même une charte sonore et même, je n'ai pas fait exprès, mais une charte olfactive. Vous voyez, ça se développe beaucoup. Donc en fait, le franchisé vient chercher une solution clé en main. On reprend le profil du franchisé lambda, celui qui a 40 ans qui se reconvertit, il n'a aucune idée de tout ça. S'il vient vous voir, c'est pour que son magasin il soit nickel et qu'on ait pensé à tout. Et ce qui fait que le client il est fidélisé, ce sont tous ces éléments, tous ces signes de ralliement de la clientèle. Ça veut dire qu'avant de vous lancer en franchise, il faut définir ces points-là. Souvent, ils existent dans l'entreprise, mais ils ne sont pas arrêtés. Parce que vous avez testé des trucs, vous êtes moyennement satisfait et autres. Et le jour où on se dit, OK, on va recruter des franchisés, là, il faut arrêter les éléments pour qu'on sache quoi accorder aux franchisés. Donc, je vous invite déjà à travailler sur ces éléments-là et à les définir. Évidemment, ils évoluent et le franchiseur peut les faire évoluer dans le temps sans aucun problème. Petite précision sur tout ce qui est charte graphique, concept architectural, photo, logo. Quand vous faites appel à une super agence pour dessiner votre charte, pour concevoir votre logo, à un super architecte pour concevoir votre concept de magasin, vous allez lui payer une super facture. Cette facture ne vaut pas cession des droits de propriété intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous pouvez ensuite filer ces éléments-là à tout votre réseau de franchise pour qu'ils reproduisent la même chose. Il faut absolument avoir avec cette agence, ce graphiste, cet architecte, une cession des droits. La cession des droits, elle doit être express avec des mentions un peu spécifiques et il y a une facture associée. Donc grosso modo, c'est pas parce que j'ai acheté le principe d'une charte graphique que j'ai acheté les droits. Généralement, je fais un chèque supplémentaire et je signe une cession de droits. Si vous avez fait créer votre logo par votre cousin, ce qui arrive souvent à mes clients, que vous êtes encore en bon terme avec lui, il est temps d'aller lui faire signer une petite cession de droits. Ça vaut aussi pour les sites internet. Si une agence développe votre site internet, le simple fait qu'elle l'ait développé pour vous et que vous ayez payé ne vaut pas appropriation. Donc en fait, faites attention, ces éléments-là, ils sont clés pour vous, mais si vous n'avez pas acheté les droits auprès des créatifs, vous êtes foutus, ils peuvent vous bloquer. Exemple très concret, alors c'est pas dans la franchise, mais c'est très parlant, la petite virgule de Nike, qui est quand même une super idée en termes de logo, eh bien la salariée qui l'avait conçue n'avait pas cédé les droits à l'entreprise et du coup, elle a récupéré un joli paquet de stock options de l'entreprise le jour où ils se sont dit, tiens, ça serait bien de sécuriser ça. Donc, si vous êtes au stade de la réflexion, si vous ouvrez un resto, un point de vente, dans le devis de l'architecte, demandez-lui déjà, OK, au fait, on veut la cession de droit pour pouvoir demain, si on le souhaite, ne pas passer par vous. C'est vraiment important. Voilà pour tout ce qui est marque et ADN de la marque. Deuxième ingrédient de la franchise, c'est votre collection de produits et services. En effet, c'est bien d'avoir une marque, mais si j'ai rien à vendre sous cette marque, c'est pas de la franchise. Encore une fois, mon franchisé, il veut un concept clé en main. Donc, il faut qu'on ait paramétré exactement ce qu'est le concept. Ça peut être un concept B2B,
Ça peut être un concept B2C, ça peut être un concept qui mène les deux, mais il faut qu'il ait une carte, un menu de ce qu'il va proposer à la clientèle. Vous allez pouvoir lui imposer de respecter ces normes, donc il faut qu'elles soient vraiment définies. Donc ça, pour le coup, c'est assez simple, puisque si vous avez déjà une activité, un business, généralement, vous avez déjà réfléchi à ce catalogue de produits et services. Cela étant, parfois, les clients, quand ils sont au stade de se lancer en franchise après avoir exploité en propre, ils décident de ne pas lancer en franchise l'ensemble des produits et services parce qu'ils considèrent que ce n'est pas pertinent, ils constatent en pratique que c'est compliqué de vendre tel service ou tel produit et ils développent en franchise qu'une partie de l'activité. Donc, il faut vraiment se poser la question de ce que je vais proposer à mes franchisés. Et ça, il faut que ce soit cadré. Alors, qui dit catégorie de produits et de services dit je vais pouvoir imposer à mes franchisés d'acheter les produits qu'ils vont vendre auprès de moi ou auprès de mes fournisseurs référencés. Ça s'appelle l'approvisionnement exclusif. Ça, c'est une chance qu'on n'a qu'en franchise. Si on ne fait pas de la franchise, on ne peut pas imposer aux franchisés de s'approvisionner exclusivement auprès de quelqu'un. Donc, c'est une des forces de la franchise. Pourquoi c'est une des forces? Parce que le franchiseur va pouvoir gagner de l'argent sur les achats. Soit parce qu'il est centrale d'achat. Centrale d'achat, ça veut dire qu'il achète des produits, il les revend à tous ses franchisés, il prend une marge dessus, et donc il va gagner sa vie sur la marge qu'il génère. Soit parce qu'il est centrale de référencement. Centrale de référencement, c'est je dis à mes franchisés, tu vas avoir X pour tel produit, Y pour tel produit, et je négocie avec X et Y des rétrocommissions, un pourcentage d'apporteur d'affaires. Et donc, moi, franchiseur, je vais gagner ma vie sur les achats. Donc ça, c'est important parce qu'on n'est pas philanthrope quand on est franchiseur, on a des coûts à supporter, on y reviendra. Alors, l'approvisionnement exclusif, il est quand même avec une certaine nuance, c'est-à-dire que souvent, on aime bien prévoir la faculté pour le franchisé de pouvoir s'approvisionner un tout petit peu librement, localement. Exemple concret, on accompagne au cabinet des cavistes en France, en fonction de si je vais chez le caviste en Alsace ou si je vais chez le caviste dans le sud-est de la France, eh bien, je n'aurai pas forcément les mêmes goûts. Et donc, dans ce réseau de cavistes, leur parti pris a été de dire 60% de l'assortiment produit est sourcé chez nos fournisseurs du franchiseur et il y a 40% d'approvisionnement local qui est sourcé par le franchisé. Le franchisé, il aime bien aller dénicher des petits talents, des petites pépites locales. Et vous, franchiseur, vous pouvez cadrer ça en lui disant « Ok, tu peux sourcer localement, mais par contre, ça doit répondre à un cahier des charges. Je veux que dans mes caves, on ne vende que du vin de tel, je sais pas quoi, récoltant, etc. » Le franchisé va se plier à ce cahier des charges et il va référencer des produits qui répondent au cahier des charges. Dans la restauration, souvent, on va faire des séances de dégustation, notamment pour tout ce qui est produits frais, fruits et légumes, où on va demander au franchisé de soumettre au franchiseur les mangues, les fruits qu'il a choisis en local pour vérifier qu'elles sont en phase avec l'image que l'on souhaite imposer. Donc là aussi, et c'est souvent le sujet où les franchiseurs sont le plus en retard quand ils se lancent en franchise, il faut réfléchir à un vrai système d'approvisionnement clé en main. Le franchisé, il a souvent une petite théorie du complot. Elle est la suivante, il considère que le franchiseur se gave sur son dos et que s'il lui impose d'acheter à X ou Y, c'est justement parce qu'il va prendre ses rétrocommissions ou parce qu'il va marger à fond, mais pas pour son bien. Et du coup, cette petite théorie du complot l'amène souvent à aller voir s'il ne peut pas trouver moins cher chez Métro et autres, ce qui peut arriver. Donc, il faut vraiment réfléchir à un système qui soit clé en main pour que le franchisé n'ait pas de questions à se poser. Si sa palette arrive avec tous les produits, que ce soit les produits alimentaires, les produits d'entretien, enfin tous les produits nécessaires, il ne se posera pas de questions. Évidemment, il faudra être compétitif. Ça implique aussi pour vous d'aller voir vos fournisseurs habituels, d'aller leur dire on va se lancer en franchise, on veut négocier des tarifs. Et de commencer à avoir une vraie négo avec eux. Quand vous devenez franchiseur, vous avez un vrai pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Donc ça, c'est important aussi. Voilà pour la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est vraiment ce qui fait qu'on est en franchise ou pas. La marque, on l'a dans des contrats de licence de marque, on l'a dans plein de domaines d'activité. Les produits et services, on l'a sans franchise. Le savoir-faire, la transmission d'un savoir-faire, on ne l'a qu'en franchise. Alors, cette notion de savoir-faire, c'est un peu mystérieux. Parce que c'est bizarre de dire je vais transmettre un savoir-faire, mais qu'est-ce qu'un savoir-faire? Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de loi qui définit le savoir-faire, il n'y a pas de loi qui définit la franchise. Néanmoins, les juges nous disent, et je suis désolée, c'est une définition un peu pompeuse, mais je pense qu'elle est super parlante. Ils nous disent le savoir-faire, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments, un système de gestion que j'ai préalablement expérimenté, donc préalablement expérimenté par le franchiseur, et qui doit, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure,
raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Tout y est là-dedans. Grosso modo, le savoir-faire, déjà, c'est un ensemble d'idées. C'est tout ce qui fait que c'est un concept, tout ce qui fait que ça va réussir, tous les petits éléments de comment je vais aller trouver mon local, comment je vais faire les travaux dans mon local, qu'est-ce que je vais faire à l'ouverture de mon local pour qu'il y ait des clients qui rentrent dans la boutique, qu'est-ce que je vais faire pendant la vie du contrat pour qu'il y ait des clients qui soient fidélisés, comment je vais gérer mon personnel pour qu'il soit toujours là, toujours présent, toujours souriant, comment je vais gérer mes ratios, mes marges, mon food cost, etc. Donc tout ça, c'est le savoir-faire. En fait, c'est tout votre concept expérimenté. Alors, ce que ça nous dit, cette définition, c'est déjà que vous ne pouvez pas être franchiseur si vous êtes au stade de l'idée. Il faut avoir préalablement expérimenté votre concept. Alors, souvent, les clients viennent me voir et me disent « Écoutez, Cécile, c'est génial, ça fait 6 mois qu'on a ouvert un resto, on a des demandes entrantes de toute la France, les gens viennent nous voir, ils nous demandent si on peut franchiser, ils veulent avoir le même concept dans leur ville. Est-ce que 6 mois, on peut y aller ?» Il n'y a pas de loi qui vient dire au bout de 6 mois, vous ne pouvez pas devenir franchiseur. Néanmoins, le juge, s'il y a un contentieux, il va regarder si vous avez bien expérimenté votre concept avant de vous lancer en franchise, avant de le confier à quelqu'un. Et généralement, les juges français considèrent qu'il faut avoir un peu de recul. Pour avoir un peu de recul, ils se disent qu'il faut avoir 1 ou 2 points de vente, 2 c'est mieux. Si possible, avoir testé son concept dans des environnements différents. Si on est sur une activité de vente physique, c'est bien de tester le point de vente en centre-ville et en centre commercial, par exemple, ou sur un petit format et sur un format plus grand en termes de superficie. Et si possible aussi, c'est bien d'avoir 2 bilans. Pourquoi? Parce que dans la suite de la définition, en fait, il faut permettre aux franchisés de faire des affaires profitables. Donc, si moi, je prétends être franchiseur, ça veut dire que moi, j'ai fait des affaires profitables, que je peux démontrer que j'ai eu une rentabilité. Et là où ça va manquer chez le client qui vient me voir et qui me dit au bout de 6 mois, Cécile, on y va, c'est qu'il n'a pas du tout de bilan positif. C'est compliqué de démontrer une rentabilité. Peut-être qu'il a des super chiffres, mais la renta, de manière concrète, elle est complexe à prouver. Donc, la prudence, c'est de se dire, OK, je veux devenir franchiseur, ça cartonne, je prépare mon plan de travail avec tout ce que j'ai indiqué. On va voir qu'il y a plein de process pour la formalisation du savoir-faire. Et puis, dans 2-3 ans, une fois que tout est calibré, on peut se lancer en franchise. C'est pas simple d'avoir cette démarche de se dire je freine, je refuse les appels entrants des franchisés. Parfois, j'ai des clients qui sont sur un marché où il faut prendre la place parce qu'il y a une concurrence intense qui va se développer. On sait que ça va être très très rapide et si on n'y va pas maintenant, c'est foutu dans 3 ans. Et donc, ces clients-là, on va les accompagner en leur expliquant les enjeux, les risques éventuels parce qu'en fait, ils n'ont pas un recul suffisant. Ils sont sur un marché qui est en plus en pleine croissance, donc sur lequel on n'a pas de recul. Mais on va faire un contrat de franchise pilote. On va leur dire, OK, vos premiers franchisés, ça va être des pilotes. Ils vont tester le concept pour vous. Et donc, ça implique quoi? Ça implique que dans ce contrat-là, on explique qu'on n'a pas trop de recul sur le concept et surtout qu'on facture beaucoup moins que ce qu'on facturerait à un franchisé alors qu'on a déjà bien expérimenté le concept. Donc, on peut imaginer faire un contrat de franchise pilote assez vite, mais d'expérience, ce n'est pas la recommandation. Voilà, gardez en tête que les juges vont dire s'il y a un problème, ok, monsieur, vous êtes parti trop vite dans une activité de franchiseur, vous n'aviez pas assez de recul, il fallait expérimenter au préalable. Deuxième élément, c'est l'avantage concurrentiel qu'il procure. Je reprends le cas de figure du salarié en reconversion. Si je décide toute seule d'aller créer mon concept, il faut que je trouve une agence d'archi pour réfléchir à un concept de magasin. Il faut que je trouve une marque. J'avais une agence de com. Il faut que je trouve mes produits, mes services, mes fournisseurs, mon local. Il faut que je mette en place ma démarche de fidélisation clientèle. Enfin, j'ai tout ça à réfléchir, à préparer. Ça va prendre 2, 3 ans, 10 ans. Quand je deviens franchisé, j'ai un truc qui a été testé qui est clé en main. Et donc, j'ai un vrai avantage concurrentiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le franchisé, il va payer un droit d'entrée. Parce qu'en fait, de manière immédiate, il va avoir accès à toute cette expérience, tout ce savoir-faire que vous, entrepreneurs, avez développé. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez démontrer qu'il y a un avantage concurrentiel. Et là-dessus, on a pas mal de décisions de justice qui viennent parfois dire aux franchiseurs, en fait, vous n'avez pas un vrai savoir-faire. Votre savoir-faire, exemple dans la boulangerie, voilà un réseau de franchise dans la boulangerie, ça consiste à dire au boulanger comment il va aller faire cuire la baguette. Non mais ça, on l'apprend en CAP boulangerie. Donc le savoir-faire, c'est surtout pas la partie technique. Il faut vraiment couvrir tous les points de l'activité. Alors, comment le juge évalue ce savoir-faire et justement arrive à décider s'il y a un vrai savoir-faire ou pas et comment vous pouvez vous dire « Ok, j'ai un vrai savoir-faire, je peux y aller ».
il faut le formaliser par écrit. Alors, j'ai mis par écrit entre guillemets, souvent c'est numérique aujourd'hui, mais le franchiseur va remettre ce qu'on appelle un manuel opératoire, un manuel de savoir-faire. Il y a des franchiseurs qui parlent de la Bible. Chez McDonald's, pour ne pas les citer, ça s'appelle le livre blanc, qui détaille tous les process sur tous les aspects de l'activité. Je reprends ce que je disais juste avant, comment je cherche mon local, comment je fais mon étude du marché local, comment je vais négocier avec la banque, comment j'étudie mes ratios avant d'ouvrir, quel est mon rétro-planning de travaux, comment je commande mon stock d'ouverture. Donc tous les aspects du commerce doivent être développés dans ce manuel. Donc ça prend quelques heures pour le dirigeant, se poser et formaliser tout ça par écrit. Du coup, il faut l'anticiper parce que le jour où vous signez un contrat de franchise, le franchisé, il attend ce manuel opératoire. Alors, souvent, les clients disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai rencontré des cabinets de consultants qui me proposent de rédiger ce manuel de savoir-faire. Génial, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je pense que vous pouvez imaginer d'externaliser cette étape de rédaction, mais que ce n'est pas une bonne idée. Parce que moi ou un autre consultant, on est vraiment les dernières personnes à savoir retranscrire votre savoir-faire. On ne le connaît pas, on ne le maîtrise absolument pas. Donc pour moi, le fondateur du concept doit se poser, il doit prendre le temps. Alors j'ai des clients qui s'enferment en retraite pendant 2 semaines et qui font ça d'un coup, d'autres qui font ça tous les vendredis matins. Il y a des boîtes où le responsable marketing va écrire le chapitre sur le marketing, le responsable commercial va écrire le chapitre sur la partie commerciale et autres. Donc, pour moi, il faut prendre le temps, mais je pense qu'il ne faut pas l'externaliser. Ce que vous pouvez externaliser, évidemment, c'est l'organisation, la mise en page, le fait d'en faire un truc interactif et chouette. Mais à mon sens, c'est à vous de le rédiger. Et ensuite, si on est challengé en justice par un franchisé qui dit « en fait, il n'y avait pas de savoir-faire, c'était du pipeau », quand on arrive avec des manuels comme ça devant un juge, le juge va regarder, il va dire « non, mais il y a un savoir-faire incroyable, monsieur, donc vous devez payer les sommes que vous devez à votre franchiseur, et votre franchiseur n'est pas responsable de votre déconfiture. » Donc ce manuel, c'est un élément fondamental de votre protection s'il y a un contentieux. Il n'est pas figé dans le temps, il est vivant. Il faut le faire évoluer tout le temps, parce qu'en fait, votre concept, il évolue en permanence, donc ça veut dire que tous les 6 mois, tous les ans max, il faut actualiser les parties, et ça permet à l'entrepreneur de se poser les questions. Tiens, mais il y a un an, on a écrit qu'on devait vendre comme ça, mais en fait, c'est plus pertinent. Donc, on a changé de fonctionnement en pratique. Et ça permet du coup de se dire, OK, on challenge à chaque fois son concept, et c'est vraiment aussi enrichissant pour le développement en propre. Ce manuel de savoir-faire, d'ailleurs, il peut servir si vous avez des ouvertures en propre, si vous décidez d'aller ouvrir 5-6 points de vente vous-même, sans passer par des franchisés. Vous allez recruter beaucoup de salariés, vous allez recruter des responsables de magasins, des managers, et on peut tout à fait imaginer de leur mettre à disposition le manuel de savoir-faire qui sera la brochure pour qu'ils comprennent vraiment l'entreprise. En arrivant à l'agence tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un petit guide de bienvenue chez McLaren Ridge qui détaille un petit peu voilà comment ça se passe chez nous. J'ai trouvé ça génial. Et en fait, ça, c'est un élément de franchise. Clairement, vous pourriez imaginer franchiser ça. C'est clé en main. J'imagine que c'est à force d'avoir des nouveaux collaborateurs, on se dit, bon, peut-être ce serait bien qu'on ait un truc où on centralise les règles. Mais c'est clairement ça. C'est clairement ça, le manuel de savoir-faire. Ce savoir-faire, on remet le grand manuel de savoir-faire, mais bon, le franchisé, il ne va pas le lire tout seul. Hein. Clairement, donc en franchise, on attend du franchiseur qu'il dispense une formation initiale. La formation initiale, c'est ça. C'est des franchisés qui viennent au siège, avec lesquels on va dérouler de manière évidemment très pédagogique et très pratique tous les aspects du savoir-faire. Donc on va le parcourir avec eux. Et la formation initiale, elle a aussi un volet pratique, c'est-à-dire que le franchisé va devenir stagiaire dans une boutique, une agence du réseau, pour apprendre le métier sur le terrain. Donc là aussi, il faut imaginer qu'il y a du temps à consacrer pour la formation des franchisés. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez déjà des journées de 44 heures sur 24 pour vos activités en propre et que vous vous dites demain je vais être franchiseur, c'est possible, mais ça veut dire que quelqu'un doit soit prendre en charge la partie formation et accompagnement des franchisés, soit c'est vous, et ça veut dire que l'opérationnel des boutiques en propre, vous le déléguez à quelqu'un. Donc c'est vraiment important de l'anticiper. Et ce savoir-faire, en fait, il n'est pas qu'au départ. En fait, les juges nous disent le franchiseur, il doit assister son franchisé de manière continue pendant toute la vie du contrat. Cette assistance, du coup, assistance continue, c'est vraiment le terme qu'on retrouve en jurisprudence, c'est lourd. Ça veut dire quoi? Vous êtes un peu la mère ou le père du franchisé. Dès qu'il a un problème, il va vous appeler vous. S'il a un problème avec un fournisseur, c'est vous qu'il va insulter. Par contre, si ça fonctionne bien, c'est grâce à lui. Il faut le savoir aussi. Mais du coup, l'assistance continue,
elle doit être vraiment présente. Alors, il y a d'abord généralement une assistance à l'ouverture. Le franchiseur va dépêcher des collaborateurs sur place. Donc, si mon franchisé ouvre à Marseille, que je suis à Strasbourg, mes équipes vont aller 5 à 10 jours sur place à Marseille et vont accompagner le franchisé pour la fin des travaux, pour vérifier que tout est dans les clous, parce que le franchisé, il n'a jamais ouvert de point de vente, il ne sait pas comment ça se passe. Et ils vont l'accompagner aussi pour accueillir les premiers clients, pour faire la cérémonie d'ouverture, pour inviter la mairie, pour aller parler aux commerçants voisins et faire tout ce qui va générer de la notoriété. Donc là aussi, c'est du temps à prévoir. Une fois qu'on a ouvert, le franchiseur, en fait, c'est vraiment la hotline du franchisé. J'ai un problème sur le savoir-faire, j'ai un problème sur le concept, j'appelle mon franchiseur. Donc en fait, dans le contrat de franchise, il y a une obligation pour le franchiseur de répondre aux demandes du franchisé. Et de toute façon, votre franchisé, c'est votre client. Donc même si ce n'est pas écrit dans le contrat, il va vous appeler tout le temps. Tout le temps. Vous lui avez vendu quelque chose, vous lui facturez des redevances, il va vous appeler. Donc, il faut aussi prévoir qu'il y aura quelqu'un à l'animation de votre réseau. Ça peut être vous dans un premier temps, mais assez rapidement, on a besoin d'un animateur, de quelqu'un qui répond au franchisé. Et enfin, il faut aller le voir, ce franchisé, parce que c'est en allant voir sur le terrain qu'on arrive à identifier les facteurs d'échec, les facteurs de succès, et qu'on arrive à lui préconiser des plans d'action. Donc là aussi, ça implique de voyager beaucoup. Alors souvent, les franchiseurs aiment bien commencer leur lancement franchise près de chez eux, en se disant, pas tout de suite aller en Corse quand on est à Strasbourg, on va commencer dans le bassin de l'Est de la France, et puis progressivement, on va aller un peu plus loin. Donc ça peut être dans votre stratégie de vous dire, OK, il y a des visites à faire, c'est plus simple de les faire à côté de chez nous, et donc on va calibrer ça. Et il y a donc cette hotline que j'évoquais, donc là, c'est vraiment l'équipe du franchiseur qui répond au franchisé dès qu'il a une question. Alors, le franchisé, on ne répond pas à toutes ces questions. Assistance, mais pas assistanat. Ce n'est pas un assisté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est commerçant indépendant. Et ce n'est pas vous qui allez vous mettre à sa place. Il prend son bail commercial, il souscrit son emprunt bancaire, il paye ses salariés, il les licencie s'il y a un problème, il les recrute s'il y a un problème, il paye ses fournisseurs, il gère les relations avec le voisinage. Ça, c'est son boulot. Il ne doit pas vous appeler pour l'aider là-dessus, en théorie. Votre boulot à vous, c'est de l'accompagner pour mettre en œuvre tout ce qui est lié au concept. Donc tout ce que vous lui imposez par rapport au concept. Et il y a souvent un sujet en franchise, c'est que parfois le franchiseur a tendance à se comporter comme s'il était chez lui. Le franchiseur a souvent eu plusieurs points de vente, plusieurs activités en propre, et donc il est habitué, quand il va rentrer dans une boutique à son enseigne, à dire ça va pas, attends, je vais prendre la main dessus, à demander aux salariés de faire ci, ça, mi. Et il ne faut surtout pas le faire parce que le franchisé peut dire en fait, moi je suis indépendant. Vous êtes chez moi, vous ne touchez pas. Sinon, je vais aller voir le conseil de prud'homme et je vais demander la requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Ça arrive souvent. Donc, il faut faire attention, il y a un curseur à poser. Vous le conseillez, c'est un peu comme du coaching, de l'assistance, mais vous n'êtes pas chez vous. Et là où c'est très frustrant, et je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est sur la partie prix de vente. Comme le franchisé est indépendant, c'est lui qui définit ses prix de vente à sa clientèle. Faites un test, allez dans 2 McDonald's différents. Aucun ne pratique les mêmes prix. Les seuls qui pratiquent les mêmes prix sont exploités par les mêmes franchisés. Le franchisé est maître de sa politique tarifaire. Et ça, le franchiseur n'aime pas du tout. Il dit, moi j'ai un concept, mon concept c'est évidemment aussi le prix. Sauf que le droit nous dit, si vous lui imposez des prix, c'est un salarié. Et donc, il peut demander plein d'indemnités et autres. Donc, ce n'est pas terrible pour vous. Et le droit nous dit aussi, si vous lui imposez des prix, c'est une entente anticoncurrentielle, il y a des grosses amendes à la clé. Donc, dans les 2 cas, on ne peut pas influer sur les prix. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en l'entrepreneur qu'on recrute. Il faut se dire qu'il va être suffisamment intelligent pour ne pas casser les prix, pour ne pas les gonfler beaucoup trop et pour ne pas casser l'image de la marque. Et ça, c'est vraiment une relation de confiance à trouver. Et du coup, je reviens sur le lancement en franchise. Souvent, on a des demandes, c'est génial que quelqu'un s'intéresse à votre concept et vous dise « je veux devenir franchisé ». Mais il faut vraiment se poser la question de « ok, est-ce que c'est lui que je vais sélectionner ?» Est-ce que cette personne-là ne va pas un jour casser mes prix et tuer ma marque? Il faut vraiment se poser cette question. Et la recommandation, c'est de prendre le temps avant de signer un franchisé en se disant « ok, s'il y a un doute, on n'y va pas ». Pourquoi? Parce que le contrat de franchise, c'est comme un mariage, mais même pire. Vous êtes engagé sur une durée déterminée. Pour en sortir simplement parce que le franchisé ne vous plaît pas, ça ne marche pas. Je ne peux pas aller voir un juge en disant « on déchire le contrat, on ne s'entend plus ». Ça marche pour un divorce. Ça coûte un peu d'argent, mais ça marche pour un divorce. Dans le contrat de franchise, on ne peut pas faire ça. Donc, on est engagé jusqu'à 10 années avec quelqu'un qui, potentiellement, au bout de 6 mois,
ça ne se passera plus bien. Et parfois, les clients, quand il y a un contentieux, viennent me voir et me disent bah, au départ, on le savait, mais on voulait absolument ouvrir, il avait le super emplacement à Strasbourg, donc on a signé avec lui. Il faut savoir dire non. Alors, je sais, c'est facile à dire, hein, vous avez des business plans, vous vous projetez sur des ouvertures et autres, mais d'expérience, quand on a un doute sur un candidat, potentiellement, il retombe chez l'avocat pour le contentieux. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Ça, c'est bon, je l'ai vu. Ouais, alors, j'avais dit que je ne parlerais pas de loi, mais il y a juste un élément, mais qui n'est pas propre à la franchise, qui est obligatoire quand on est franchiseur, un élément juridique, c'est le DIP, document d'information précontractuelle. C'est quoi? C'est un document que le franchiseur doit remettre au franchisé avant de signer le contrat de franchise. Concrètement, il y a 40 ans ou 35 ans, le premier salon de la franchise a vu le jour en France. Ça arrivait d'Amérique, c'était génial. C'était Porte de Vincennes à Paris. Il y avait des tables et des chaises et des gens qui vendaient des franchises et des personnes qui venaient entre deux bouffées de cigarettes, qui signaient un contrat de franchise où elles s'étaient engagées à verser 100 000 francs sur 10 ans pour ouvrir un commerce. Et ils avaient fait un chèque. Ils rentraient à la maison le soir et ils se faisaient un peu engueuler. Ils disaient « mince, mais je suis engagé, c'est foutu ». Il y a eu tellement d'abus et tellement de franchiseurs un petit peu comme ça, insistants pour la signature, un peu comme à la foire Expo, que le législateur, à l'époque, M. Doubin, est intervenu pour encadrer ces pratiques. Alors, ce document, ce DIP, il est obligatoire en franchise, mais aussi en licence de marque et dans plein de contrats de distribution. Donc, sachez que même si vous ne choisissez pas le modèle de la franchise, ça risque de s'imposer à vous. L'idée, c'est de se dire, avant que je devienne franchisée, avant que je me marie avec un franchiseur, avant que je mette toutes mes économies dans ce projet entrepreneurial avec cette enseigne, il faut que j'ai le temps de réfléchir. Donc, c'est exactement comme quand vous souscrivez un prêt bancaire à titre personnel. Vous avez un délai de réflexion. Le franchiseur vous communique un document qui présente sa société, ses comptes annuels, son réseau, les gens qui sont sortis du réseau, les raisons pour lesquelles ces gens-là sont sortis du réseau, les investissements spécifiques au concept, le contrat de franchise. Donc, vous sortez avec ce document et vous avez au moins 20 jours pour réfléchir au projet et éventuellement signer. Ça veut dire que côté franchiseur, vous allez remettre un document avec des données super confidentielles sur vous à quelqu'un qui ne s'est pas engagé à signer. Donc ça, c'est aussi à garder à l'esprit, c'est que cette loi, elle est aussi engageante pour vous. Vous devez potentiellement divulguer des infos sur le marché qui vont être récupérées par vos concurrents. Là aussi, la préconisation, c'est de ne pas remettre des DIP au premier candidat à la franchise, d'être vraiment en phase avancée, de se dire, OK, il a le profil, il a l'emplacement, a priori, il aura un accord de principe de la banque, on y va. Mais je pense qu'on ne remet pas un DIP comme ça au tout venant, parce que c'est très confidentiel et les concurrents espionnent systématiquement. D'ailleurs, petit aparté, je vous invite, si vous décidez de devenir franchiseur, à faire pareil. Allez faire le franchisé client mystère, le prospect franchisé, pas vous, mais mettez un prête-nom pour savoir comment les franchiseurs vendent leur concept. C'est super intéressant et ça vous permettra aussi d'apprendre là-dessus. Il y a un salon de la franchise à Paris qui se tient chaque année au mois de mars. Vous avez 600 enseignes qui exposent. Et là aussi, se balader sur les stands pour voir comment ils vendent. Et aller voir aussi des franchiseurs dans des secteurs d'activité qui ne sont pas le vôtre, des pros de la franchise. Allez voir McDo, allez voir Midas, voir comment eux vendent une franchise. Je pense que c'est super intéressant pour savoir comment vous allez vendre votre franchise. Ce DIP, si je ne l'ai pas remis au franchisé, s'il n'est pas complet, la sanction, elle est vraiment fatale. C'est qu'en fait, le juge peut dire « Ok, je déchire le contrat, je l'annule. Monsieur franchiseur, vous remboursez tout ce que vous a payé monsieur franchisé. » Ça commence à douiller un peu. Vous allez lui rembourser tous les investissements qu'il a mis dans le projet, son compte courant qu'il n'a pas pu récupérer, la perte de chance de générer un chiffre d'affaires de X, etc. Donc, ça va très loin. Du coup, là aussi, si vous faites un DIP, faites le carré. Souvent, j'ai des clients qui ont un DIP qui n'ont pas actualisé depuis 150 ans. Ça vaut comme s'il n'y avait pas de DIP. Donc, c'est un boulot à chaque candidat à mettre à jour, à actualiser. Mais ce n'est pas trop technique, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est à la portée des clients. Ils se débrouillent de manière autonome. Ce DIP, il ne contient pas un élément qui est vraiment un élément clé quand il y a des contentieux, c'est des comptes prévisionnels. Le premier réflexe de votre candidat à la franchise, ça va être de dire « Ok, combien je vais gagner? Je dois aller voir mon banquier, il faut que je fasse un business plan. » Vous, franchiseur, vous allez m'expliquer comment je fais mon business plan. Les juges français considèrent que si vous remettez un business plan à un franchisé,
vous êtes tenu à une obligation de résultat. Ça veut dire que s'il ne fait pas les chiffres, c'est pour votre pomme. Donc, grosso modo, les échanges sur les chiffres, malheureusement, à cause de cette jurisprudence, c'est vraiment ceinture et bretelles. Vous pouvez montrer les chiffres que vous réalisez dans vos points de vente en propre, dans vos propres activités. Vous pouvez l'accompagner en rendez-vous oral à faire un peu son BP avec un tableur Excel où vous aurez rempli les postes clés de charge du réseau. Mais derrière, c'est vraiment à lui de faire son business plan avec son expert comptable. Et là aussi, il est important que le franchisé n'ait pas le même expert comptable que vous. Donc, vous pouvez lui recommander un ou deux noms, mais il ne faut pas qu'il puisse dire a posteriori « on m'a refourgué l'expert comptable, tout était pipoté, on m'a vendu du rêve et ce n'est pas réel ». Donc, vraiment, prudence sur les échanges relatifs aux chiffres. Et freinez-vous aussi, parce que je sais que vous êtes des commerçants. Et donc, le commerçant, quand il vend son concept, il va expliquer dans ses plaquettes qu'on va générer un chiffre d'affaires de X. Parce qu'il l'a fait. Et ça engage énormément. Et il y a un métier qui est le métier adverse au mien, c'est le métier d'avocat de franchisé. Les avocats de franchisé, ils gardent toutes les brochures des franchiseurs. Et ils les ressortent en cas de contentieux. Ils sont super forts pour ça. Donc, tous vos écrits, vos petites plaquettes, votre site internet avec l'onglet « Devenir franchisé » vous engage, à mon sens, ne communiquez pas sur des chiffres d'affaires ou sur une rentabilité. Également, la notion d'étude de marché. Votre franchisé, il doit faire une étude du marché local. Ce n'est pas à vous de la faire, vous allez lui présenter le marché local. Ça veut dire quoi? Vous devez lui donner les informations sur la population, les CSP, les concurrents présents dans sa ville. Et ensuite, fort de cette base, il doit réaliser une vraie étude de marché. Et pour moi, on ne peut pas laisser un franchisé s'engager s'il n'a pas fait cette démarche. Il faut qu'il aille sur le terrain, qu'il aille voir la mairie pour savoir s'il va y avoir des travaux pendant 5 ans à côté de son point de vente. Les vrais échecs en franchise, généralement, c'est parce qu'on n'a pas étudié le marché. On ne s'est pas renseigné sur les travaux, on ne s'est pas renseigné sur la mairie, sur les concurrents, sur les voisins. C'est vraiment indispensable. Et ça, c'est une obligation qui incombe au franchisé. Et si le franchiseur remet une étude de marché au franchisé et qu'elle n'est pas réalisée en pratique, là aussi, il est engagé. Donc, prudence. Attention, c'est à lui de faire ces démarches-là, en amont de la signature du contrat. Le contrat, on y vient. Alors, je vous ai dit, la franchise, il n'y a pas de loi. Du coup, on peut faire un contrat de franchise sur une page. Je peux le faire avec vous en 3 secondes. Contrat de franchise, moi franchiseur, toi franchisé. Moi franchiseur, je te transmets un savoir-faire pour un concept perlimpinpin de restauration rapide autour du burger. Tu vas acheter tes produits auprès de XY, tu vas me verser un droit d'entrée de temps, une redevance de temps, et dans 10 ans, on se revoit, on s'en reparle. Voilà, c'est ça un contrat de franchise. Néanmoins, ça peut être pas mal de l'écrire à votre sauce pour prévoir les clauses qui vont vous protéger. Et aussi, c'est un outil commercial. Si vous avez un contrat de franchise super léonin à l'américaine avec 180 pages, où il n'y a que des « toi franchisé, tu dois faire ça, toi franchisé, tu dois faire ça », et il n'y a jamais d'engagement de votre part, peut-être que la banque du franchisé va lui dire « n'y allez pas » et qu'il n'aura pas son financement. Peut-être que le franchisé lui-même va se dire « j'y vais pas, là c'est un peu trop léonin ». Donc, la recommandation, c'est de peut-être avoir un contrat équilibré et de se dire qu'on va aussi présenter le truc de manière avenante en indiquant ce qu'on va s'engager à transmettre aux franchisés, marque, signe distinctif, produits, services et savoir-faire, et ses engagements de son côté. Ensuite, on a une vraie souplesse. Donc, la durée, elle est libre. On peut partir sur un contrat de 2 ans. Le maximum, c'est 10 ans en droit français. Pour schématiser, il y a rarement des contrats de franchise à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la durée indéterminée, c'est résiliable à tout moment et du coup, ça insécurise tout le monde. Ça insécurise le franchisé qui a signé un bail commercial sur 3, 6, 9 et qui a un emprunt sur 7 ans généralement. Et ça insécurise le franchiseur qui ne veut pas former un franchisé et l'accompagner s'il part dans 6 mois avec son savoir-faire. Donc, on prévoit souvent une durée déterminée. Sur les conditions financières, j'en ai évoqué une tout à l'heure. Il y a généralement un droit d'entrée qui est prévu. Ce droit d'entrée, vous le déterminez librement en France. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Je pense aux pays où la charia est applicable. Et il y a des pays où, où les pays d'origine communiste aussi, où le droit d'entrée n'est pas libre. Donc là, il faut vous renseigner. J'ai souvent des clients qui se développent à l'étranger sans m'en parler, qui prévoient une redevance à 6% au Maroc. Et en fait, au Maroc, il faut faire valider les redevances par l'Office d'échange marocain. Donc, mais en France, vous êtes libre, il y a cette liberté des prix aujourd'hui. Après le 7 juillet, je ne sais pas. Donc, voilà. Et du coup, votre droit d'entrée, souvent les clients me disent « Ok, comment je le fixe ?» C'est comment on quantifie ce truc de l'avantage concurrentiel, de la formation initiale. Alors déjà, vous êtes dans un marché concurrentiel.
Vous n'êtes pas le premier franchiseur. Donc, il faut regarder dans votre secteur d'activité, les autres franchiseurs, quels sont les droits d'entrée qu'ils proposent. Forcément, le candidat, il va vous mettre en concurrence. Deuxième élément, il faut vous dire, OK, ça va représenter beaucoup de temps pour moi, franchiseur, parce que je vais le former, je vais l'accompagner. Avant de signer le contrat, je vais passer beaucoup de temps avec lui, je vais préparer son DIP. Sachez néanmoins qu'on ne retombe pas sur ses pattes avec un droit d'entrée. On fait zéro profit par rapport au temps homme que ça représente, rien. Donc avant de gagner sa vie sur les droits d'entrée, il faut en signer beaucoup. Donc, ce n'est pas la démarche de se dire, OK, je vais prendre le coût du jour homme et de manière mathématique, j'ai passé 50 jours, c'est 400 € du jour homme, ça coûte ça, droit d'entrée. Il va falloir avoir un raisonnement un peu différent. Alors, généralement, il y a des sites franchises comme l'Observatoire de la franchise ou l'Express Franchise qui classifient les franchises par droit d'entrée. Et il faut vous mettre un peu dans les tranches de droit d'entrée que vous constatez. Dans la restauration rapide, on est entre 15 et 30 000 €. Dans la restauration place assise, je dirais entre 15 et 90 000 €. Dans les services, ça va être généralement entre 0 et 20 000 €. Donc, c'est assez variable. Il y a des secteurs d'activité où il n'y a pas de droit d'entrée. Là, généralement, s'il n'y a pas de droit d'entrée, c'est qu'a priori, il n'y a peut-être pas trop de support pour les franchisés. Donc, moi, la reco, c'est pas de cibler une clientèle de franchisés avec 0 droit d'entrée. Prévoyez-en un. C'est aussi important psychologiquement que le franchisé soit prêt à faire un chèque. Ça, c'est vraiment important. Deuxième condition financière qu'on rencontre, c'est la royalties. C'est la somme que va vous verser le franchisé pendant toute la vie du contrat pour bénéficier de l'assistance continue, de la marque, du concept, de la communication. Là aussi, elle est déterminée librement. C'est souvent un pourcentage du chiffre d'affaires. Dans les activités de retail, c'est plutôt un pourcentage de l'ordre de 2 à 4 % du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que le franchiseur va vendre des produits, donc il va générer une marge sur la vente et du coup, il ne prend pas une redevance trop élevée à côté. Dans les activités de service, c'est souvent plutôt 5, 6, 7, 8 %. 8 %, c'est vraiment un max. Après, si vous allez sur une marque très notoire, très luxe, ça peut être 8-10 %, mais c'est quand même des cas assez rares. Parce que 8-10 % cumulés au loyer, cumulés aux impôts, cumulés aux charges, à la fin, il faut quand même qu'il reste quelque chose au franchisé pour qu'il puisse faire des affaires profitables. Donc ça, c'est à calibrer. Il y a des secteurs d'activité où on n'a pas de redevance proportionnelle au chiffre d'affaires, on n'a que des redevances fixes. Des secteurs d'activité où il y a beaucoup de black, par exemple la coiffure, traditionnellement, c'est un secteur d'activité où on va payer 500, 600, 1000 € par mois à son franchiseur. Mais comme on n'arrive pas très bien à tracer le coût de ciseaux, on ne sait pas vraiment quel est le chiffre d'affaires du franchisé. Il y a toujours une petite partie de chiffre d'affaires évaporée, donc il faut l'anticiper. Voilà pour ce contrat que vous devez rédiger en amont également. Et enfin, c'était pour peut-être tordre le cou à des idées reçues ou non, mais c'est en fait pourquoi je deviendrai franchiseur ou pas. Alors, il y a des clients qui viennent nous voir et qui disent voilà, on a 10 restaurants en propre, 10 points de vente, c'est une galère absolue, il y a trop de salariés, on ne peut pas être partout, c'est trop compliqué, il nous faut passer par la franchise. Donc ça peut être une raison de passer par la franchise, de se dire ok, je ne pourrais pas gérer plus de magasins en propre, j'en ai trop, je vais prendre un commerçant indépendant qui va investir toutes ses économies, qui potentiellement va être en couple et qui va bosser nuit et jour, ça va être son bébé. Si ça fonctionne bien, ce sera pour lui, donc il va être à fond. Si ça ne fonctionne pas bien, ça va être pour lui aussi, donc il va aussi être à fond. Et donc, c'est notamment pour cette raison-là que généralement, on fait appel à la franchise, à la fois parce que c'est lourd de gérer des succursales et à la fois parce que les franchisés sont plus performants que les franchiseurs dans leurs propres exploitations. Ça, on le rencontre à chaque fois. Généralement, le franchiseur, il vous dit au bout d'un certain temps, je ne suis plus dans mes magasins, on n'est pas bon, les franchisés ont des super résultats. Donc, c'est vraiment un outil incroyable dans ce contexte-là. Deuxième raison pour laquelle on peut devenir franchiseur, c'est que c'est moins lourd qu'un développement en propre. Si je veux ouvrir 10 magasins tout seul, il faut que 10 fois ma banque me suive pour que je porte l'investissement de 10 magasins. Si je passe par des franchisés, ce sont ces 10 franchisés qui vont supporter l'investissement. Moi, je vais supporter le coût homme de l'accompagnement du franchisé, mais je n'aurai pas à supporter ces investissements-là. Donc, ça peut être une raison pour laquelle on passe par la franchise. Quand vous lisez dans la presse « Galeries Lafayette, franchise », la raison, c'est que concrètement, il faut couper des postes de coûts qui peuvent plus se développer en propre et qui vont passer par la franchise pour continuer leur rayonnement. Donc voilà, ça peut être un outil quand on est en phase aussi de tension pour poursuivre son développement. Il y a des clients qui font appel à la franchise pour accélérer parce qu'en fait, ils trouvent que ils ont les moyens d'ouvrir en propre, mais c'est quand même long, c'est une longue logistique à mettre en place. Et quand on fait appel à un commerçant indépendant,
il va être impliqué dedans et il va pouvoir accélérer le développement du réseau. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Pourquoi ce n'est pas toujours le cas? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de franchiseurs, comme je l'ai indiqué. Il y a 600 enseignes au Salon de la franchise et énormément de franchiseurs. J'ai plus les statistiques, mais je crois que c'est 2000 ou 3000 enseignes en France. Et en fait, il n'y a pas assez de candidats à la franchise pour tout le monde. Donc, les franchiseurs nous donnent une statistique qui est assez régulière, c'est sur 100 demandes de franchise, j'ai une personne qui va in fine devenir franchisée. Ça veut dire qu'avant de recruter quelqu'un qui va vraiment signer votre contrat, qui va faire l'affaire et autres, il y a un peu de boulot de développement à faire. Donc, ce n'est pas forcément un accélérateur de développement. Les gros réseaux qu'on accompagne, qui ont pignon sur rue, qui sont très demandés, ont un développement rapide quand ils font 30 ouvertures par an en franchise. Mais sur un jeune réseau qui se lance, si vous en faites une, deux, c'est génial. Voilà, donc il faut se dire, c'est un accélérateur relatif. Sauf si vous passez par une énorme machine, quelqu'un qui est déjà multifranchisé et qui peut développer très vite. D'ailleurs, vous avez en Alsace le premier franchisé de France qui a, je crois, combien de... 18 ans, c'est un pote. Voilà, mais voilà. Kamel, ouais, exactement, et qui a, enfin, je ne sais plus combien de salariés, mais il est beaucoup plus riche que plein de franchiseurs. Donc, accélérateur de développement d'un réseau, oui et non. Déploiement à distance, je l'évoquais, je ne peux pas aller dans les dom-toms tout seul, c'est un autre marché, je ne connais pas, je vais prendre quelqu'un de là-bas. Je veux aller en Belgique, je ne connais rien à la Belgique, il me faut quelqu'un. Je veux aller en Arabie Saoudite, il me faut quelqu'un. Donc en fait, quand c'est loin, je prends un partenaire local qui a son ancrage local, qui connaît la clientèle locale et qui va ajuster. Et il faut surtout ne pas minimiser l'importance de l'ajustement d'un concept. Très clairement, j'ai plein de clients qui se disent « Ok, on est en France, on va aller en Belgique, c'est à côté, ils parlent un peu français, ça ira, on y va, on développe. » Et ils se rendent compte qu'il faut faire d'énormes ajustements. Donc en fait, quand on franchit une frontière, l'ajustement du concept, il est super important, vraiment important. La clientèle n'a pas la même manière de percevoir le produit, la marque, et donc le franchiseur doit faire ce travail avec l'aide de son partenaire local. Là, c'est vraiment une relation de partenariat. Bon, la franchise serait source de revenus. Alors, je l'ai évoqué, vous n'allez pas gagner le jackpot avec la franchise. Si vous faites 2 ouvertures aux 30 par an, c'est pas dingue, mais c'est vrai que ça crée des revenus puisque vous allez encaisser ses droits d'entrée et ses redevances. Donc, ça peut être un métier de franchiseur, mais sachez que vous avez des charges en face. C'est l'équipe qui va accompagner les franchisés. Mais c'est une source de revenus complémentaire. Dernière raison, c'est pour valoriser l'entreprise. Si demain, vous décidez de vendre votre bébé, vous pouvez vous dire que votre bébé sera peut-être plus attrayant si vous avez déjà modélisé votre savoir-faire, si vous avez cette capacité à franchiser et si vous avez plusieurs franchisés qui sont en réussite. Parce que les acquéreurs pourront se dire qu'en fait, même s'ils reprennent le bébé, il fonctionne avec un tiers. Donc ça peut être un élément de valorisation de l'entreprise que d'avoir développé un réseau de franchise, et les fonds ou les investisseurs qui auditent les réseaux de franchise vont tenir compte du nombre de franchisés dans la valorisation. C'est forcément moins bien valorisé qu'une exploitation en propre où on va prendre un chiffre d'affaires, un EBITDA et autres, mais c'est pris en compte. Voilà pour tout ce que vous deviez savoir ou pas sur la franchise. Je suis disponible. S'il y a des questions, n'hésitez pas, il y a un petit micro qui peut circuler. Et sinon, on peut aussi en parler en buvant un coup. Je crois qu'il y a une question là. Ben merci déjà. Hein. Merci. Si le franchisé demande une modification du livre blanc en question et qui demande du coup une modification des lieux, donc je sais pas, l'emplacement des tables, la disposition ou autre, la question que je me pose c'est est-ce que du coup ça va induire des charges pour le franchisé et du coup est-ce que s'il n'a pas l'argent il peut se soumettre sous un certain délai ou c'est irrévocable, il faut qu'il le fasse à l'instant T où il l'a modifié? C'est une très bonne question et d'ailleurs c'est souvent un point qu'on négocie dans les contrats de franchise. Parce qu'en effet, je vous ai dit, le concept architectural, il évolue. Si le franchiseur, un matin, se réveille et dit « le logo, il est plus noir, mais il est rouge, les tables, elles sont plus en bois, elles sont en inox », le franchisé, qui a ouvert il y a 1 an, qui a déjà un emprunt sur 6 ans qui court, il va vous dire « vous êtes mignon, mais moi, je n'ai pas l'argent ». Donc, généralement, le contrat de franchise prévoit, en fonction du coût des travaux, des délais pour se mettre en conformité. Et même s'il ne prévoit pas ça, il y a le bon sens qui prime. Si le franchiseur essaye de lui imposer, allez voir un juge et expliquer à un juge qu'au bout d'1 an, il faut tout changer, ça ne marche pas très bien. On a un exemple très concret. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc Burger King a repris les Quick. Et en fait, les Quick ont eu, alors je vais dire le choix, mais plus ou moins le choix entre conserver Quick ou passer sous l'enseigne Burger King.
Certains ont décidé de rester quick. Pourquoi? Parce que l'investissement pour passer Burger King, c'était plus d'1 million d'euros. Il fallait tout refaire. Et donc, le franchiseur n'a pas contraint ces franchisés-là à changer tout le mobilier et autres. Donc, il y a des délais qui sont prévus. Par contre, si c'est changer de logiciel de caisse, ça va être mis en place immédiatement. Si c'est changer tel support de PLV, ça va être mis en place immédiatement. Donc, on aura des discussions là-dessus. Sur le contrat de durée des franchises, vous avez vu que c'était 10 ans maximum? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Alors, c'est une très bonne question. Si on prévoyait 15 ans, alors si on prévoit 15, on peut prévoir 15 ans, c'est vrai. C'est pas interdit en tant que tel. C'est pas ma question, c'est juste on prévoit 10 ans. Ah, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a la boutique, il a le logo, il a tout. Qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Lui, il continue à exploiter, mais soit on dit on continue, on re-signe un nouveau contrat, soit on continue pas. Et là, vous pouvez, c'est vrai que je n'ai pas abordé ce point-là, vous pouvez lui interdire de poursuivre une activité concurrente pendant 1 année dans son local. Alors, il faut que ce soit vraiment une activité concurrente. Si je suis franchiseur dans le fitness, que mon franchisé du fitness, au bout de 10 ans, il me dit « t'es mignon, mais moi, je vais vivre tout seul ma vie », et je peux lui dire « ok, par contre, dans ton local, tu fais plus de fitness ». Ça, c'est une clause qui est valable parce qu'on a transmis un savoir-faire. Mais elle est limitée au local. Il peut très bien se réimplanter à 2 numéros de là, mais on sait que c'est quand même des coûts. Donc vous avez une non-concurrence post-contractuelle, et contrairement au contrat de travail, elle n'a pas à être payée par le franchiseur. Elle est valable si elle est limitée à 1 année et au local où le franchisé est exploité. J'avais juste 2 questions. La première, en fait, par rapport à la fixation des prix, vous savez, vous avez dit avant que le franchisé pourrait baisser ou augmenter au niveau des prix. Est-ce que c'est pas une façon de bloquer un peu le franchisé, de proposer en fait une vente de ses produits, comme vous avez dit tout à l'heure, d'avoir un dépôt avec un dépôt, l'affiliation, exactement. Alors oui, c'est tout à fait une façon de bloquer. Alors là, c'est encore plus technique. Donc dans le prêt-à-porter, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des contrats d'affiliation où le principe est le suivant. Le franchisé, il prend le bail commercial, il fait les travaux, il paye le personnel, il encaisse le chiffre d'affaires. Par contre, il n'achète pas le stock. Le stock, il est placé en dépôt-vente par le franchiseur. Et quand le stock est vendu à la clientèle, le franchisé va prendre une commission sur la vente qui est générée et va la conserver. Si ce n'est pas vendu, c'est le franchiseur qui porte le risque du stock. Et en effet, dans cette hypothèse-là, le franchisé a, dans une certaine mesure, la possibilité d'être contraint sur les prix. Dans une certaine mesure quand même, parce que le risque d'application du droit du travail existe quand même. Mais c'est vrai que toutes les franchises de prêt-à-porter s'en sortent comme ça, portent le stock. Alors elles portent aussi le stock pour une raison évidente, c'est que le franchisé n'a pas la surface financière s'il fait trop chaud pour d'un coup commander des maillots de bain et passer à la benne tous les manteaux, alors que le franchiseur a cette surface financière-là. Donc c'est aussi pour permettre aux franchisés de ne pas avoir à porter les invendus. Et ça permet d'avoir une clientèle, une population de franchisés qui n'ont pas besoin d'avoir une énorme surface financière, sachant que les stocks sont rarement financés par les banquiers. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait appel à ça dans l'affiliation. J'avais juste encore une deuxième question. Moi je suis dans la restauration rapide en fait, et je me suis fait démarcher pas mal de tout ce qui est marque virtuelle. Ouais. Je voulais savoir en licence de marque, vous avez déjà eu des cas? Ouais, ça a le vent en poupe. Alors on a accompagné en effet des créateurs de marques virtuelles qui accompagnent des restaurateurs sur la partie livraison, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, peut-être pour expliquer aux gens, c'est vous avez un restaurant de restauration rapide classique, quelqu'un vient vous voir et vous dit tu vas pouvoir faire plus de ventes avec Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, je vais te proposer une marque qui n'a rien à voir, tu exécutes la recette et tu vas générer de la vente et là-dessus tu me verses un pourcentage. Donc ça existe. C'est un peu entre la franchise et la licence de marque. Il faut l'encadrer avec un contrat. Il n'y a pas de jurisprudence, c'est tout à fait récent. Mais il y a pas mal d'entrepreneurs assez innovants là-dedans. Et je pense que ça fonctionne bien sur le plan business parce que ça vous permet d'optimiser pleinement votre cuisine et aussi de faire appel, s'ils sont vraiment pros, à des gens qui arrivent à vous faire remonter dans le référencement des agrégateurs. Ce qui n'est pas évident quand on est restaurateur, on n'est pas pro de l'agrégateur. Donc je pense que c'est un bon business et en tout cas, juridiquement, ça existe. Je voudrais rebondir, vous parliez de franchise et la licence de marque. Il faut juste préciser peut-être... La différence? Ouais, alors je vais donner un exemple très concret. La licence de marque, c'est je suis Calvin Klein, je suis propriétaire de la marque Calvin Klein. Mon métier, c'est de faire des slips et des draps, du linge de maison. Il y a un super horloger suisse, son métier, c'est de faire des montres. Il vient me voir et me dit votre marque, elle est géniale, je voudrais faire des montres sous votre marque. Moi, Calvin Klein, je lui transmets ma marque, ma charte graphique. On valide que la montre, elle me plaît, mais je ne lui transmets aucun savoir-faire. Je ne sais pas fabriquer des montres, je ne sais pas vendre des montres.
C'est ça la licence de marque. Donc, c'est faire appel à quelqu'un qui a le savoir-faire et lui concéder sa marque. Tout simplement. Et souvent, le mot est galvaudé. Vous avez plein de franchises qui s'appellent licence de marque parce qu'elles veulent échapper aux contraintes que j'ai indiquées. Et le juge va requalifier le contrat de licence de marque en contrat de franchise. Dès que vous voulez imposer un approvisionnement exclusif ou le respect d'un concept commercial qui va au-delà de la marque, vous tombez dans la franchise et on va regarder si vous avez fait votre boulot, si vous avez vraiment transmis un savoir-faire, si vous avez vraiment accompagné le franchisé. Mais c'est vrai que sur plein de sites, vous allez voir des concepts, même dans la restauration, qui se développent en licence de marque et pour moi, c'est un leurre. La licence de marque, c'est vraiment ce que j'ai indiqué, c'est la montre Calvin Klein. Calvin Klein, il n'a rien transmis sur le savoir-faire, il a juste transmis sa marque. Oui. Quand quelqu'un vient vous voir avec un projet pour créer une franchise, c'est quoi le starting pack au niveau financier qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer? Alors moi, j'ai parfois des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, on se renseigne, on veut un devis, on va se monter en franchise, on nous a expliqué que ça coûtait 100 000 euros de frais de conseil et autres, et on va lever des fonds pour ça. Grosse erreur pour moi, hein. Il ne faut pas lever des fonds pour ça, ça va coûter du temps, parce que vous allez devoir faire tout ça et y réfléchir, donc ça coûte du temps, ça coûte les honoraires de rédaction d'un contrat et d'un DIP, mais c'est surtout du temps que ça va coûter. Après, vous avez quand même des franchiseurs qui préfèrent être accompagnés par des consultants, donc pas des avocats, des consultants qui aident à modéliser le concept, à dupliquer, et dans ces cas-là, on peut parler de budget très très important. Mais je pense que lever des fonds pour ouvrir une usine de fabrication, pour ouvrir des unités en propre, mais pour payer des frais de conseil, c'est peut-être pas forcément le meilleur emploi de ces fonds. À voir après ce que vous levez, mais mon conseil, c'est de se dire, OK, ça va prendre du temps, je me fais accompagner par des experts, mais ce que j'évoquais, des fourchettes comme ça, c'est déraisonnable, je pense. On a pas mal de clients qui parfois sont passés entre les mains de consultants à ces montants-là et nous disent, je regrette, c'était chouette parce qu'il y a des techniques de modélisation et autres, mais ça coûtait très cher, quoi. Donc, après, tout dépend de vos moyens, hein, si vous êtes avec un fonds qui décide de mettre les moyens. En tout cas, je pense que c'est bien de se faire accompagner par des experts et aussi, mais c'est ce que vous faites ce soir, de réseauter avec des entrepreneurs. Vous avez forcément autour de vous quelqu'un qui a été franchisé ou qui est franchiseur, c'est sûr et certain. Et il faut interroger, et même si vous ne connaissez personne, il faut contacter. Il y a une espèce de solidarité entre franchiseurs qui est géniale, où on peut très bien appeler le copain d'à côté pour savoir ce qu'il fait, quelle stratégie il a eue, etc. Donc, je pense que c'est important de vraiment s'imprégner là-dedans. Écoutez, lisez aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de podcasts sur la franchise, sur des témoignages de succès, des témoignages d'échecs. C'est vraiment important de s'imprégner. Et après, vous avez des revues Franchise Magazine, l'officiel de la franchise, qui parle voilà, de parcours de franchisés, de franchiseurs. C'est toujours utile. Oui. Si dans le cadre d'un contrat de licence de marque, je mets une zone géographique d'exploitation de la marque, ou voire une zone d'exclusivité, ouais. Il y a de gros risques que ça soit requalifié en contrat de franchise ou pas? Non, non, non. Ça sera requalifié en franchise si vous dites à votre partenaire, au fait, dans ton magasin, tu vas te comporter comme ça, tu vas proposer tel produit, etc. Ok, parfait. Mais vous pouvez très bien prévoir un territoire exclusif, voilà, comme vous le souhaitez. Et ça restera sous contrat de licence de marque? Oui. Ouais. Ok, super, merci. Sous réserve de votre comportement. Les juges vont regarder le comportement en pratique. En tout cas, sur ce point-là. Ouais. En fait, le papier est rarement lu par les juges. Hein. Ils vont regarder la vraie relation. Il faut le savoir. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Suivant. Non, personne. Alors, je pense qu'on peut aller boire un coup. Merci beaucoup.